Un grand angle consacré à la guerre en Ukraine, une guerre qui a été déclenchée le 24 février dernier, un conflit qui s'enlise donc, bien loin des espérances de guerre éclair voulues par Vladimir Poutine au départ. On va essayer de comprendre pourquoi et comment pourrait se dessiner la suite de cette guerre. Et pour en parler avec nous, Nina Bashkatov, éditrice de Inside Russia et Eurasia et spécialiste de la Russie. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir et également notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Alors voilà plusieurs semaines que l'on est entré dans une guerre d'usure, c'est ce qu'on dit désormais comme terme. On imagine que Vladimir Poutine lui-même est le premier surpris de la résistance ukrainienne, lui, je le disais, qui espérait une guerre éclair. Il ne faut pas jouer avec les participes passés. Il a été surpris au moment où il y a eu cette résistance au nord de Kiev. Je crois que maintenant, les Russes ont repris une sorte de sang-froid et notamment une sorte de cynisme aussi, qui est de dire, voilà, s'ils veulent une guerre de position, on tient nos positions, on n'a pas besoin d'agrandir le territoire nécessairement. Et donc, on est dans une autre phase. Et je crois que l'intervention dans le Donbass, c'était le début d'une autre phase, parce que là, ils étaient dans une région que l'on considérait, nous, en Occident et l'Ukraine aussi, comme occupés. Donc, ils étaient un peu déjà sur leur terrain, avec l'argumentaire que lorsque les forces ukrainiennes bombardent la partie du Donbass, cette partie-là du Donbass, ils ne tuent pas des Russes, ils tuent des Ukrainiens. Pourtant, les États-Unis parlent de pertes colossales côté russe. Je rappelle ce chiffre, 80 000 soldats morts ou blessés. C'est un chiffre qui a été communiqué cette semaine. Qu'est-ce qu'on sait exactement de l'état des forces russes sur le terrain actuellement ? Et on ne connaît pas grand-chose finalement. Je trouve que c'est un peu le paradoxe de cette guerre qui est extrêmement médiatisée dans le sens où on a beaucoup de chiffres, de photos, de films, etc. Et puis on a très peu de sources crédibles. Et donc le ministère de la Défense russe continue à avoir ses communiqués quotidiens où on n'a aucune preuve sauf leur bonne foi qu'on peut évidemment mettre en doute. Et du côté ukrainien, on a des choses extrêmement dispersées puisqu'on n'a pas une armée sous contrôle central. Et donc vous avez les sources d'informations étrangères dont on ne sait pas très bien s'ils sont receveurs d'informations ou donneurs d'informations. Oui, c'est presque étonnant que ce soit les États-Unis qui donnent ce chiffre. Mais ce n'est pas la première fois, parce que vous avez aussi les services britanniques qui régulièrement donnent des chiffres. Et donc on peut dire, et les Ukrainiens officiellement, les sites officiels ukrainiens publient non pas leurs propres pertes, mais celles des Russes. Donc je ne sais pas très bien, ce qui est certain, c'est qu'il y a énormément, beaucoup plus de victimes qu'on l'avait imaginé, et que je connais quand même peu de régions de Russie où personne ne peut ignorer qu'il y a des morts qui reviennent d'Ukraine. Et c'est un lien tout trouvé avec l'édito de Slimane du jour, puisque Slimane, les médias se focalisent sur la ligne de front, généralement, mais au-delà du front, il se passe énormément de choses actuellement. Oui, depuis 7 mois, les médias sont focalisés sur la ligne de front qui s'étire donc de Kharkiv jusqu'à Kherson, environ 1000 km. Et nous sommes en train, chaque jour, d'ausculter le front. Les Ukrainiens reculent, les Russes avancent. Puis on pense maintenant que les Russes s'enlisent, qu'ils piétinent, qu'ils reculent, qu'ils n'avancent plus. Mais ce qui est important, c'est ce qui se passe en deçà de cette ligne de front. C'est-à-dire que l'armée russe occupe peu ou prou presque un quart du territoire ukrainien. Et c'est ce qui se passe dans cette région qui est important. D'abord, est-ce que les populations russophones ou russes qui habitent dans ces régions-là collaborent avec les forces d'occupation ou pas? Ça, nous ne le savons pas. En tout cas, les Russes, dans ces villes, ont remplacé les conseils municipaux, ont fait élire d'autres conseils municipaux. Ils ont changé les banques, et ce sont des banques russes qui sont sur place. Ce sont maintenant des répartiteurs téléphoniques et de la distribution Internet et la téléphonie mobile russe qui s'installent. Ils ont récupéré le cadastre et l'état civil, si bien que tous les enfants qui naissent dans ces zones maintenant ont automatiquement la nationalité russe. Et cela, en fait, souvent on dit dans les commentaires que l'armée russe est incompétente, qu'elle ne sait pas où avancer. En fait, l'armée russe a une doctrine militaire qui n'est pas celle des concepts occidentaux, mais la doctrine militaire qui, me semble-t-il, est mise en œuvre, c'est une doctrine qui a été élaborée par un général qui s'appelait Tukhachevsky dans les années 40 et qui s'appelle les opérations en profondeur. C'est-à-dire que la ligne de front n'est pas la plus importante. Le plus important dans la guerre, ce n'est pas de détruire le corps de bataille de l'ennemi, c'est de désarticuler la vie nationale d'un pays, c'est-à-dire entre les différentes régions, c'est-à-dire couper les communications
routières, interrompre les communications ferroviaires, disperser, disloquer les rapports entre les différentes régions, les échanges économiques, distribution de courrier, etc. C'est tout cela qui est en train de se produire dans les zones occupées par les Russes. Donc il est possible que sur le plan militaire sur le front, ils piétinent, ils s'enlisent, mais dans les régions occupées, il y a un travail quotidien de russification. Nina Bashkatov, très intéressant ce que dit Slimane Zeguido. On dit Vladimir Poutine en difficulté, mais peut-être qu'il avance ses pions, effectivement, en coulisses un petit peu partout. Mais la spécificité du système Poutine, c'est cette capacité de reculer un tout petit peu quand on est pris de court, comme ce qui s'est passé avec l'offensive dans le Nord, et puis de repartir avec le but qui est le problème de cette guerre, finalement, à part quand il a parlé de démilitarisation et de dénazification, on n'a jamais su très bien, et encore maintenant, quels sont ses vrais objectifs. Et vous les connaissez? Ben non, pourquoi je le connaîtrais? Impossible de savoir ce qu'il veut. Il va aller jusqu'au bout, La russification je crois, mais non, pas du tout, parce que on confond, et les Ukrainiens le font aussi, pas tous, citoyenneté et ordre linguistique. Ce sont deux choses différentes. Vous avez toujours eu en Ukraine des gens qui parlaient russe et qui disaient ce qu'on veut. L'arrimage des territoires occupés à la Russie. Non, parce qu'une partie, administrativement. Non, une partie l'était déjà. Hein. La partie du Donbass, avant qu'on élargisse aux frontières administratives de la région de Donbass et de Donetsk, était déjà entièrement russophone, je vais dire pas russifié, mais russophone. Et les gens qui avaient le choix entre garder des contacts avec l'Ukraine pour avoir des services sociaux extrêmement maigres et très compliqués parce qu'il y avait les frontières, préféraient alors même avoir un passeport russe parce que ça ouvrait, c'est pas une question d'option politique, c'est une question sociale et économique. Avec quoi vous travaillez ? Avec un passeport russe, vous pouvez aller travailler en Russie, mais vous pouvez aussi travailler au Kazakhstan, vous pouvez travailler dans une bonne partie des pays de l'ancienne Union soviétique. Il y a quand même beaucoup d'interrogations aussi dans les différents scénarios sur la santé de Vladimir Poutine. Vous pensez qu'il va aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, Vladimir Poutine ? Écoutez, la chose la plus certaine, c'est qu'un jour, il va mourir, probablement comme tout le monde. Son successeur pourrait être plus modéré, selon vous ? Moi, je suis assez interpellée par les déclarations et les remarques de Medvedev. C'est-à-dire qu'il est ancien. Eh bien, parce que c'est un personnage qu'on connaissait comme relativement mollasson, si je puis m'exprimer ainsi. C'est d'ailleurs pour ça qu'il avait été choisi. Et puis, tout à coup, il vient maintenant avec des déclarations qui vont beaucoup plus loin que ce que même le Kremlin ou le ministère de la Défense dit. Et moi, j'ai l'impression que c'est une façon de signaler aux Occidentaux, parce que le reste du monde, ce n'est pas un problème si aigu. D'accord, vous allez vous débarrasser de Poutine et après, la Russie sera là, les Russes seront là et on ne sera pas prêt à brader nos intérêts. Donc, je crois que pour moi, c'est la seule interprétation de cette virulence. Mais maintenant, ça fait 10 ans que moi j'entends que Poutine est prêt à mourir. Ça fait vraiment 10 ans. Et donc, il est mort d'un cancer, il avait Parkinson, etc. Et donc, tout cela repose sur d'abord son apparence, c'est vrai qu'il ne rajeunit pas et qu'il a un effet Berlusconi, et puis sur les observateurs, vous savez, de la gestuelle. Or, la gestuelle, c'est culturel. Je veux dire, les Américains n'avancent pas la main de la même manière qu'un Italien ou qu'un Russe. Et puis, donc, tout ça est basé sur des analyses strictement anglo-saxonnes. Et c'est vrai que ce qu'on a remarqué, par exemple, qui tient la table, qui a l'air impatient, c'est simplement que c'est un homme, depuis qu'il est au pouvoir, moi j'ai toujours trouvé qu'il avait l'air de s'ennuyer quand il était dans une réunion. Et cette façon de se tenir, c'est aussi une façon, comme font les gens qui sont intimidés ou qui en ont marre ou qui auraient envie de sortir. Il y a aussi une tradition médiatique occidentale, c'est celle de parler des maladies des chefs russes. À l'époque soviétique, déjà Brejnev, avec Brejnev, on disait qu'il était malade, qu'il était mourant. Ensuite, il y a eu Tchernenko, qu'il était évidemment à l'agonie. Ensuite, il y a eu Andropov. C'est-à-dire, à chaque fois, les problèmes de santé du chef du Kremlin sont considérés comme un élément de la géopolitique du pays. Sauf qu'on l'a vu avec l'Union soviétique, un chef pouvait mourir, mais la machine étatique continuait son bonhomme, petit bonhomme de chemin. C'est pas tout à fait la même chose. Parce que alors que là, la différence, c'est qu'avec Poutine, il n'y a pas un comité central, il n'y a pas un soviet suprême, il n'y a pas un parti qui légifère, qui discute, qui fait des arbitrages. Donc c'est là la grande inconnue. Nina Bashkatov, je voulais qu'on aborde aussi un élément très important dans ce conflit, c'est la guerre du gaz et des hydrocarbures au sens large. Est-ce que, selon vous, l'Europe
avait pris la mesure de ces conséquences et de cette partie-là du conflit? Non. Très clairement, non. Ce sont des décisions qui ont été des décisions strictement politiques. Et si vous vous rappelez au départ, mais vraiment tout au départ, dans les pages financières des journaux, on ne voyait pas du tout la même chose que dans les pages éditoriales. Donc non, c'est une précipitation sans avoir pris la mesure complète et en oubliant que les Russes, comme les Ukrainiens d'ailleurs, sont des jusqu'au-boutistes. Donc ce n'est pas parce que vous les poussez dans leur dernier retranchement qu'ils vont arriver avec le drapeau blanc en disant « sauf qui peut ». Mais ce qui est intéressant, c'est que on a vu une évolution chez les Russes. Par exemple, au départ, ils ont été très choqués de voir que les sanctions allaient aussi loin dans des matières énergétiques, où ils s'étaient dit « ils n'oseront jamais y toucher parce que c'est leur intérêt ». Et puis on a vu un moment de réajustement, notamment en cherchant des clients qui ne seraient pas des clients européens, qu'ils ont trouvés, et les Européens n'ont pas trouvé l'inverse. Et puis une façon de dire maintenant, avancez. Et donc vous voyez ce qui se passe maintenant. On dit, vous ne vouliez pas de gaz, vous n'aurez pas de gaz. Vous vouliez plus de pétrole, peut-être qu'on ne vous en livrera pas non plus. Et puis ils attendent, et je trouve que c'est très dangereux pour l'Europe. Parce que les Russes, moi je ne vis pas en Russie, mais je vis en Europe. Là où ça a un petit peu bougé, en revanche, par contre, c'est sur le côté guerre alimentaire et la question des céréales ukrainiennes et russes. On rappelle l'accord sur Odessa qui débloque les exportations. C'est du jamais vu en temps de guerre d'avoir pris ce genre de décision. C'était important aussi ce volet-là dans ce conflit. C'est surtout important au niveau émotionnel, l'utilisation mauvaise, qu'on en a fait au point de vue géopolitique, parce que tout le monde savait qu'une bonne partie de ces céréales n'était pas du blé, donc ce n'est pas le maïs qui va aller sauver les petits-enfants somaliens. Une bonne partie est destinée au bétail. Les 3 premiers bateaux, d'ailleurs, c'était pour la Chine, pour la Turquie, pour les États-Unis, pour la Grande-Bretagne. Et l'Islande. Et l'Irlande. Mais enfin, bref, ce n'est pas vraiment cela. Et c'est du maïs pour le bétail. Ce ne sont pas de la farine pour la panification. Et donc, on a fait... Et regardez ce qui se passe maintenant. Vous avez ce bateau qui erre au-delà du Liban, dont on n'a pas voulu. Et donc, c'est bien la preuve que, avec ou sans la guerre en Ukraine, tout ce qui est produit d'agriculture et notamment les céréales sont un marché spéculatif. Et je vous renvoie aux déclarations avant la guerre du président Zelensky qui accusait les grands groupes agro-industriels et les gros fermiers de stocker au lieu de vendre et de spéculer. Merci beaucoup, en tout cas pour votre analyse, Nina Bashkatov. Je rappelle que vous êtes éditrice de Inside Russia et Eurasia. Merci beaucoup d'être venue dans le 64 minutes et merci à vous également, Slimane Zeguidour.